n'oubliez pas, si cette chaîne vous convient, de vous abonner, de liker les vidéos, les interviews, les méditations qui peuvent vous convenir, vous plaire, et pensez à partager aussi avec des amis. Alors aujourd'hui, c'est une interview un peu particulière avec une personne qui fait des soins, mais qui va, dans cette interview, nous parler de ses créations. Vous pouvez voir à côté de moi certaines de ses créations, mais elle va vous en dire plus dès à présent. Je suis reçue aujourd'hui à Gap chez Emmanuel Chabot. Emmanuel, bonjour, merci beaucoup de me recevoir chez vous, à Gap. Bonjour Valérie, merci à vous de me recevoir sur votre chaîne YouTube. C'est avec plaisir. Alors, dans ma présentation, j'expliquais à nos auditeurs, nos téléspectateurs, que vous étiez une créatrice, mais une créatrice thérapeutique, j'ai envie de dire. Alors tout d'abord, voilà, je vous ai présenté comme Emmanuel Chabot, mais sur vos sites, quel est votre nom de scène? Alors, sur tout ce qui est réseaux sociaux et Internet, on peut me retrouver sous le nom de Magnétilis. Magnétilis. Oui. D'accord, très bien. Alors Emmanuel, on n'est pas toute seule aujourd'hui. Comment s'appellent ces personnages, ces fées? Comment vous les appelez? Alors, ce sont des gardiennes. Gardiennes. Il y a deux types de gardiennes. Soit des gardiennes directement inspirées de la mythologie nordique, car les déesses nordiques ont beaucoup de similitudes avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans la société. Et ensuite, on a les gardiennes sous forme de sorcières. Donc là, on a une déesse nordique. Et ici, on a des sorcières que je crée intégralement par canalisation, soit inspirée de quelque chose qui m'est arrivé, ou de quelque chose que j'ai envie d'apporter à celui qui l'adoptera. D'accord. Alors Emmanuel, pour vous présenter un petit peu, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à ces créations? Quel est votre parcours? Tout simplement parce que j'ai vécu un deuil. J'ai perdu mon père. Et comme tout à chacun le sait, le deuil se vit de mille et une manières. Et pour moi, la manière de le vivre a été de me lancer dans des créations thérapeutiques. Je me suis guérie et j'ai à cœur de vouloir aider. Alors, guérir n'est pas forcément le bon terme. Oui, mais on l'entend. De soulager et d'apaiser des émotions que l'on peut traverser dans nos vies. D'accord. Et avant de faire ça, vous étiez déjà dans le domaine thérapeutique, vous faisiez quoi? Alors, je suis magnétiseur, D'accord. médium, il y a plein de cordes à votre arc. Voilà. Oui. Mais j'aime me considérer avant tout comme une sorcière. Et comment vous êtes arrivée même à devenir magnétiseuse, à aller vers ça? Est-ce qu'avant vous étiez dans quelque chose de complètement différent? Alors, je pense que j'ai toujours eu ces capacités, du plus loin que je me souvienne à l'enfance, où j'ai toujours vu des gens venir vers moi que je ne connaissais pas, notamment la nuit dans mon sommeil. Et puis, petite, j'ai eu des baguettes de sourcier dans les mains et j'ai trouvé une source. Ouais. Voilà, ça avait été confirmé par un radiesthésiste. Et puis, j'ai toujours su, on m'a toujours dit, tu as les mains qui chauffent, j'ai toujours ressenti des décès avant qu'ils arrivent. Enfin, plein de choses. Je suis d'une génération où on avait tendance à taire et à ne pas mettre de crédibilité sur ces pratiques. Donc du coup, je les ai un peu fait taire tout en continuant à m'y intéresser en secret pour ne pas inquiéter ma famille,
puisque ben voilà, c'était pas démocratisé, les Bien réseaux sûr. n'existaient pas. Voilà, j'ai toujours continué à apprendre et à tirer les cartes seule dans ma chambre, à faire mes petits rituels. Voilà, et puis je me suis orientée vers un parcours de soignante. J'ai été pendant 3 années à l'école d'infirmière, et pour des raisons personnelles et de valeurs, j'avais à cœur d'être avec l'humain. J'ai arrêté mes études et je suis devenue aide-soignante. D'accord. Oui, donc de toute façon, le soin, l'accompagnement, l'aide aux autres a toujours fait partie de votre énergie, j'ai envie de dire. Ça a toujours été je dirais même dans mes gènes. D'accord. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par ces petites poupées dont vous m'avez parlé. Celles-ci, je vais montrer un peu à la caméra, qui sont très mignonnes et qui s'appellent les poupées de soucis. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par ces petites poupées dont vous m'avez parlé. Celles-ci, je vais montrer un peu à la caméra, qui sont très mignonnes et qui s'appellent les poupées de soucis. Les poupées à soucis. Les poupées à soucis. Vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, puisque notre interview est là pour éclairer des personnes, pour leur proposer des accompagnements, des solutions. Et je crois que les poupées à soucis en font grandement partie. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il faut savoir déjà que j'ai rien inventé concernant les poupées à soucis. C'est une tradition qui vient du Guatemala. Au Guatemala, chaque enfant à sa naissance reçoit une poupée à soucis et il la conserve tout au long de sa vie. Le but de la poupée à soucis est de lui raconter ses soucis le soir avant de s'endormir, la placer sur son oreiller ou sur la table de chevet, et le lendemain matin, les soucis se sont envolés. La poupée a récupéré les soucis. Ouais. Le principe, au final, c'est de pouvoir faire une libération émotionnelle et psychique. Le fait de verbaliser ces problématiques sans aucun jugement permet aussi de les accepter beaucoup plus facilement. On prend un recul et donc la poupée à soucis est tout aussi bien utile pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Très bien. D'accord. Alors oui, effectivement, pouvoir le soir, et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire, exprimer à voix haute auprès d'un confident, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé dans la journée, ou qu'est-ce qui fait souci, ou qu'est-ce qui pose problème. Le simple fait de le verbaliser déjà en fait prendre conscience. Hein, on passe de l'inconscient au conscient. Ça permet aussi de libérer la charge émotionnelle qui va avec. C'est ça. Et on propose de faire des fois par écrit ce genre de choses, mais c'est vraiment très différent la poupée, puis c'est un compagnon qui peut accompagner toute une vie. C'est un compagnon de route qu'on peut avoir le soir, mais vu qu'elles sont petites, on peut aussi l'avoir dans la poche. Et on peut aussi se libérer à un moment donné de la journée. Le fait d'écrire est aussi une forme de libération, mais parfois en écrivant, on a tendance à réfléchir à ce qu'on va écrire. Alors que quand on verbalise, on est beaucoup moins dans la réflexion et donc beaucoup plus dans le lâcher-prise. Et alors, du coup, ces poupées, vous les créez sur mesure, vous les créez quand vous en avez une intuition, une envie, c'est comment ? Alors, je les crée en fonction de mon intuition et de l'intention. Je pense pour moi que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, l'intention qu'on vous met. Toutes mes créations sont chargées d'intention. Et les poupées à soucis, je les fais toujours très colorées. Pour moi, le visuel est important et il faut qu'elle parle à celui qui va les avoir. La personne va être attirée par une couleur,
par un tissu. Moi, je veux que les gens les ressentent quand ils les choisissent. C'est qu'elles sont dans un panier, puisque je les présente très souvent sur les marchés, et elles sont dans un panier, et je veux vraiment que les gens les ressentent. Et en général, ils trouvent toujours la leur. La leur. J'ai une question, j'en ai plein, mais on va commencer par celle-là. Est-ce que les adultes adhèrent facilement parce qu'un enfant, je pense, oui, mais est-ce que les adultes qui viennent vous voir, que vous recevez en soins, quand vous leur en parlez, ou même sur les marchés, comme vous dites, est-ce qu'ils adhèrent à cette petite poupée? Étonnamment, oui. Et je pense que l'histoire, la véritable histoire de la poupée à soucis du Guatemala, où on explique que cette poupée va suivre toute une vie, permet de faire adhérer les adultes. Et puis l'adulte a quand même toujours une âme d'enfant. On a notre enfant intérieur, et c'est une manière aussi de laisser parler son enfant intérieur. Et je n'en vends pas qu'aux dames. Les messieurs aussi. C'est bien. Très bien. Très bien. Alors, par rapport à ces poupées à soucis, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Ou est-ce qu'on a dit à peu près tout? Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet de la poupée Sur le sujet de la poupée à soucis. Puis il faut garder cette petite âme mystique aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce que celle-ci aussi, c'en est une. Non, ça c'est une gardienne. Ça c'est une déesse nordique. Oui. C'est une déesse nordique. La déesse de la guérison. D'accord. Alors, ben justement, on va passer aux autres pour que vous puissiez expliquer quels sont leurs attributs, à quoi elles servent et comment vous les créez, comment vous venez à les fabriquer, parce que c'est vraiment une fabrication, d'autant que voilà, elles sont quand même, je ne sais pas si on le voit bien, je vais prendre la petite, mais sur des socles, hein, avec des choses qui sont à côté, et toute la poupée, elle est créée par vous de A jusqu'à Z. J'imagine avec beaucoup d'attention et d'intention aussi. Alors racontez-nous ça un peu. Alors, le processus de fabrication, donc soit j'ai une histoire avec une envie d'apporter quelque chose. Oui, je vais vous expliquer. Donc, pour exemple, je vais prendre la déesse Kadi, qui est une déesse de la mythologie nordique et qui est la déesse de la confiance en soi. On a besoin de personne d'autre pour vivre. Pour faire un bref rappel de son histoire, cette femme est la reine de la montagne, de la neige, c'est la déesse de la neige, de la chasse, du ski. Et on la marie de force à un dieu qui est le dieu de la mer. Et donc, la dualité de ces éléments fait qu'elle ne va pas apprécier vivre au bord de la mer. Elle aime le calme, le silence. Et bien, elle va s'écouter et elle va lâcher cette vie maritale pour retourner vivre et retrouver sa propre essence. Au niveau des déesses nordiques, donc on part de la mythologie et je vais essayer d'en tirer quelque chose qui va nous parler à nous dans notre société actuelle. Pour les autres, je vais partir d'un besoin de protection. On a besoin d'être protégé. On a besoin d'être apaisé la nuit parce que on a ce petit vélo qui tourne dans la tête. Donc là, on aura la protection ici, on aura l'apaisement nocturne. Et chacune a sa propre histoire. Donc celles-ci qui ont un chapeau, ce sont aussi des déesses nordiques? Pas du tout. Non, ce sont des gardiennes, c'est ça. Ok. Et celles qui n'en ont pas de chapeau, comme celle-ci, ce sont les déesses nordiques. D'accord. Donc celles-ci, ce sont les gardiennes, donc elles vont apaiser, apporter quelque chose. Et celles-ci, elles vont plus être en relation avec quelque chose que la personne est en train de vivre ou qui demande à être observée. C'est comment? En fait, elles sont toutes là pour répondre à quelque chose, un point essentiel sur lequel celui qui va la choisir va être éclairé.
voilà, va être éclairé, ça va résonner. D'accord. Le but, au moment du choix, c'est qu'on regarde, on les observe et on laisse son âme être attirée. Une fois que l'âme est attirée par une, on va aller ouvrir le grimoire et on va aller regarder, lire l'histoire, voir la spiritualité et les pistes de développement personnel qu'elle va apporter. Et en général, très souvent, c'est un besoin. On a besoin de travailler. Et donc, l'adoptant repart avec la poupée. Alors, pour l'avoir testée tout à l'heure, en arrivant d'en avoir choisi une, eh bien, celle que j'ai choisie dans le grimoire parle exactement de ce que je suis en train de vivre, de là où j'en suis aujourd'hui, et ça collait vraiment de façon assez incroyable. Et alors, parlons de ce grimoire, parce que ce grimoire, qui est-ce qui l'a créé? Eh bien, c'est moi. C'est moi. C'est vous qui l'avez créé. C'est moi. C'est vous qui l'avez créé. Donc, avant de créer la gardienne, j'ai deux méthodes de création. Je n'ai pas quelque chose de linéaire. Soit je crée un personnage, parce que j'ai envie de créer mon personnage, et en le créant, me vient l'inspiration pour l'histoire et pour les propriétés et ce qu'elle va apporter à son acquéreur. Soit j'ai une idée d'histoire et j'écris l'histoire et après je crée le personnage. C'est ce qui s'est passé pour celle-ci qui est au final la sorcière de Noël. J'avais envie de créer un personnage pour Noël, et de là a découlé toute une spiritualité qui l'accompagne. D'accord. Donc en fait, après, quand la personne, elle l'a, c'est un petit peu, voilà, on a toutes les deux autour de notre cou des pendentifs qui sont chargés d'intention et qui vont nous apporter quelque chose. Eh bien, ces gardiennes ou ces déesses, de la même façon, quand vous les créez, elles sont chargées de toute l'histoire que vous avez créée autour d'elles ou par rapport à elles. Et la personne qui va ramener cette pièce dans sa maison, eh bien, va être en contact avec toutes ses intentions. C'est ça. Et donc ce n'est pas un simple objet de décoration, c'est vraiment un outil de développement et de cheminement personnel. Et le fait de la ramener chez soi, c'est aussi un moment de se reconnecter à soi. C'est que juste au contact du regard, le fait de la voir, va rappeler à la personne, à l'adoptant, à l'acquéreur, qu'il a besoin de travailler sur quelque chose et c'est à lui de cheminer. Et ça aide à cheminer seul aussi. D'accord. Est-ce que ça vous arrive, parce que peut-être que nos auditeurs vont penser à ça, est-ce que par exemple quelqu'un peut vous appeler pour vous dire, voilà, en ce moment je traverse ça, j'ai vu vos déesses, j'ai vu vos gardiennes, ça me parle beaucoup, et là voilà, je traverse ça, et qu'après vous créez une gardienne ou une déesse. Dans ce sens-là aussi? Oui, les créations à la carte, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et c'est même encore plus, on va dire, plus puissant, puisque on s'adresse réellement à une demande. Et donc là, on va aller travailler vraiment une histoire qui va encore plus coller à la personne qui va l'acquérir. Très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre à nos spectateurs par rapport à toutes ces créations qui sont là? Parce qu'on va parler d'autres choses après. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Peut-être tout simplement écouter son intuition, écouter son âme. Parce que bien souvent sur ce type d'objet, on regarde, on dit c'est joli, sans pour autant aller chercher une signification. Et je pense qu'il est important, oui, d'écouter son âme. Oui, de sentir cette connexion qui peut se faire avec, avec une des déesses ou avec une des gardiennes. D'accord. Alors Emmanuel, vous faites d'autres créations et ça rejoint mon travail transgénérationnel puisque bien souvent on parlait tout à l'heure du deuil. Quand on perd quelqu'un de sa famille, un grand-père, une grand-mère, même les parents bien sûr,
On a souvent, on nous lègue soit une maison, soit un bijou, soit un meuble. Et parfois, c'est difficile de les faire rentrer dans notre vie actuelle. Mais vous, du coup, vous avez trouvé la solution, en partie. Alors, racontez-nous un petit peu vos autres créations. Alors j'ai à cœur d'offrir une seconde vie à tous ces objets qu'on nous laisse en héritage et qui sont chargés de mémoire et de souvenirs. J'aime bien prendre l'exemple de la table de l'arrière-grand-mère, sur laquelle on a mangé tous les dimanches, qui est chargée d'émotions et de souvenirs, mais qu'on ne peut pas garder parce que dans le T2, ça ne rentre pas. Et d'un pied de table, on peut transformer cet objet et lui donner une seconde vie. On peut en faire un pendule, on peut en faire des bijoux. Tout ça au tour à bois, on fait des choses magnifiques. Un arbre qu'on est obligé d'abattre parce qu'il menace le toit d'une maison, mais c'est l'arbre de notre enfance, il nous a vu grandir, on jouait dedans, il y avait la balançoire accrochée. De cet arbre, on peut en faire un saladier, on peut en faire une planche de consécration pour les gens qui tirent les cartes. Il y a des milliers de possibilités. Donc là, j'ai pris l'exemple du bois, mais d'un tissu. On pourrait par exemple très bien imaginer que avec la chemise qui appartient à quelqu'un qui nous est cher, de récupérer le tissu et pourquoi pas d'en réaliser une gardienne, la gardienne du souvenir de cette personne. C'est un exemple. Vous nous parlez des pendules, de saladiers, du tour à bois. Vous pratiquez ça? Vous faites ça? Oui. D'accord. Donc ça va au-delà de la création des gardiennes. C'est là de la création encore plus manuelle. Et d'accord. Et des créations de pendules aussi, vous faites? Des créations de pendules. D'accord. Je crée les pendules en différentes essences de bois qui majoritairement restent locales et ou alpines. J'ai quand même à cœur de garder cette éthique locale. Quand je les réalise, donc soit je les présente, ils sont faits sur les marchés, les gens choisissent celui qui leur parle. Sinon, je les fais aussi sur mesure. Donc, je réalise des ateliers d'initiation au tour à bois, où les gens viennent tourner avec mon aide leur propre pendule. Mais la petite différence à juste prendre un bout de bois et tourner son pendule, c'est qu'avant cet atelier, lors d'une méditation, on va se connecter au bois, à la spiritualité du bois, pour essayer que le pendule s'accorde au mieux avec celui qui va l'avoir dans ses mains. Qui va le faire. D'accord. Donc là encore, de l'intention, de l'intuition, et on en retire un objet qui va être beaucoup plus sacré que, j'ai envie de dire, si on achète un pendule fait de façon industrielle. C'est ça. D'accord. Donc dans vos créations, des pendules, des bijoux, issus de matériaux récupérés des ascendants. Vous avez parlé de saladier, vous avez fait quoi d'autre comme création? Qu'est-ce qui a pu se proposer? Un jeu de runes. Un jeu de runes, oui. Pendule, jeu de runes. Après, par contre, pour revenir à tout ce qui est recycler un objet de souvenir, il m'arrive aussi des fois de refuser, et ça m'est arrivé. Notamment une dame, après je ne travaille pas l'or, tout ce qui est vraiment très précieux, oui je peux défaire une montre et en faire un bijou avec les mécanismes pour plus qu'il y ait la montre, ce sont des choses que ça j'accepte de faire. Un jour une dame vient me voir et me dit j'ai l'alliance de mon père, tout le monde me dit qu'il ne faut pas que je la porte parce que c'est chargé de son histoire à lui, de son mariage, de ses énergies. Donc je l'ai enlevée. Et je veux qu'on la recycle. Et là, je lui ai posé une question qui pour moi est essentielle. C'est ok, on vous dit, mais vous, qu'est-ce qui se passe? Moi, cette bague, depuis que je ne l'ai plus à mon pouce, je ne me sens pas bien. Je refuse en fait de me mettre dans une case où
par principe qu'on dit actuellement dans la spiritualité que les énergies de choses héritées peuvent être négatives. Elles peuvent l'être pour certaines personnes, mais en l'occurrence là, pour cette dame, c'était extrêmement positif. Et là, je l'ai amené à une réflexion sur les gens qui vous l'ont dit. Est-ce que c'est pas plutôt la malaisance que eux voient, qui pensent que ça va vous apporter du négatif? Ça, je tiens à le préciser parce que j'ai vraiment à cœur que ça soit vraiment une collaboration. Et j'ai aussi à cœur de savoir refuser, de transformer un objet si sous sa forme initiale, il convient parfaitement à celui qui l'a accueilli. Bien sûr. Oui, savoir faire la part des choses. Effectivement, dans tout ce qui se raconte, dans la spiritualité, bien sûr que chaque objet est chargé, mais il peut être chargé très positivement, et pas forcément chargé négativement. Donc, bien sûr que c'est bien de pouvoir... Et puis, ce qui est négatif pour une personne peut être positif pour une autre. Complètement. Oui. D'accord. Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces belles explications. On sent vraiment la profondeur de vos créations, que ce soit celle-ci, que ce soit les objets que vous recyclez et où vous allez offrir aux personnes qui vous le demandent un nouvel objet vraiment qu'ils vont pouvoir s'approprier. Alors vous avez parlé que vous faites des marchés, mais vous avez aussi un site. Oui. Sur www.magnétilis.fr, oui. J'ai une boutique en ligne qui permet du coup soit d'adopter une gardienne déjà réalisée, soit via le formulaire de contact, de me contacter et de pouvoir m'exprimer vos projets et d'entamer ensemble une collaboration artisanale. Super. De toute façon, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous aurez la carte d'Emmanuel pour pouvoir la contacter, lui parler de vos projets. Si vous vous sentez attiré par les gardiennes, par ces créations, je pense que ce sera avec plaisir qu'elle vous répondra. Emmanuel, merci beaucoup et merci pour ce que vous faites passer quand vous expliquez vos créations, parce qu'on sent vraiment qu'il y a cette connexion et cette intention qui est importante. Merci à vous. Je vous en prie. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour d'autres interviews et pour une autre interview aussi avec Emmanuel. En attendant, prenez soin de vous.